Franchement, le fils de ta meilleure amie Chloé a déjà 1 an alors, s'il te plaît, signe ses papiers de divorce. Dans une chambre d'hôpital d'une blancheur stérile, à l'hôpital américain de Neuilly, 2 heures seulement avant le début de mon opération pour une tumeur au cerveau, ces mots sont sortis de la bouche de mon mari. L'air de la pièce lourd de l'odeur piquante du désinfectant et rempli seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque a instantanément gelé. Cependant, mon mari Bastien, qui se tenait à côté de mon lit, avec un sourire en coin narquois, n'avait absolument aucune idée que quelques jours plus tard, il perdrait véritablement tout et connaîtrait le plus grand enfer et le pire désespoir de sa vie. Par la fenêtre, la douce lumière matinale parisienne perçait à travers les stores comme d'habitude. Je m'appelle Camille Laurent, j'ai 45 ans. Je suis mariée à Bastien depuis 15 ans. Même si nous n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants, je croyais que nous avions passé nos jours paisiblement côte à côte. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a 6 mois, après avoir souffert de maux de tête violents et de vertiges insupportables, on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Au milieu d'un désespoir qui rendait mon monde d'un noir absolu, j'ai réussi à trouver un neurochirurgien de grand renom. Et enfin, le jour de l'opération tant attendue dans ce prestigieux établissement francilien est arrivé. Même si le médecin affirmait que le taux de réussite était élevé, il s'agissait d'une intervention majeure qui impliquait l'ouverture de ma boîte crânienne. La nuit dernière, je n'avais pas fermé l'œil, à cause de l'anxiété et la froide perfusion était toujours attachée à mon bras. Le bruit de la porte coulissante attira mon attention et mon mari Bastien entra dans la chambre. Je pensais sincèrement qu'il était venu pour calmer mes nerfs avant qu'on ne m'emmène au bloc. J'espérais qu'il tiendrait ma main une dernière fois et dirait « Bats-toi, je t'attendrai ». Cependant, en regardant l'allure de Bastien, je n'en croyais pas mes yeux. Le matin, où sa femme s'apprêtait à subir une opération vitale, il portait un costume sur mesure, hors de prix de chez Dior, l'air de se rendre dans un restaurant étoilé au guide Michelin. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, comme s'il sortait d'un salon de coiffure de luxe du 8e arrondissement, et il dégageait une forte odeur de parfum de niche, totalement inappropriée pour un environnement hospitalier. « Bastien, pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu n'as pas pris ta journée ?» demandai-je d'une voix enrouée. Sans montrer la moindre once de culpabilité, Bastien s'assit fermement sur la chaise métallique près du lit. « Oh, bien sûr que je ne vais pas travailler. Aujourd'hui est un anniversaire très spécial pour moi. Notre anniversaire de mariage, c'était le mois dernier. Non pas que ça te regarde, » l'interrompit Bastien avec un rire cynique. Il tira ensuite une feuille de papier de sa coûteuse mallette en cuir et la poussa devant moi. Ce document juridique était une requête en divorce par consentement mutuel. En fait, le fils de ta meilleure amie Chloé a déjà 1 an. Aujourd'hui, c'est son premier anniversaire. Alors s'il te plaît, signe ce papier. Ma tête se vida. Chloé était ma meilleure amie depuis le lycée. Quand on m'a diagnostiqué la tumeur, elle a été la première à pleurer pour moi. « Je soutiendrai Bastien pour prendre ta place, Camille », avait-elle dit en me tenant fermement la main. Alors c'est ce qu'elle voulait dire. Ignorant le fait que j'étais totalement sans voix, des phrases incroyables continuèrent de sortir de la bouche de Bastien. « Tu vas de toute façon subir une opération du cerveau. Le médecin a dit que le taux de réussite était élevé. Mais il y a toujours le pire des scénarios, n'est-ce pas? Si tu ne te réveilles pas, ce sera un énorme casse-tête juridique pour Chloé et moi pour nous marier. Alors signe ça ici et maintenant. » Je ne pouvais émettre aucun son, tant ces mots étaient d'une cruauté inouïe. Le bip de mon moniteur cardiaque s'accéléra légèrement. Je continuais simplement à fixer l'homme devant moi. Avant même qu'une colère intense ne puisse émerger, mon cerveau échouait complètement à traiter le comportement absurde de ce mari qui partageait ma vie depuis 15 ans. Je ne pouvais que garder le silence, ce qu'il a peu, être pris pour un signe de soumission dû au choc. Bastien alla encore plus loin, proférant des mots ignobles. « D'ailleurs, on est mariés depuis 15 ans et tu n'as même pas pu me donner un seul gosse. En plus, tu as une tumeur. En tant que femme, tu es une marchandise avariée. Chloé, en revanche, est la meilleure. Elle est jeune, elle est fraîche, et elle m'a même donné un beau fils pour perpétuer mon nom. Grâce à Chloé, ma dignité d'homme est intacte. En tant que meilleure amie, tu devrais être heureuse pour elle aussi, non. Marchandise avariée. » L'expression résonna dans l'air froid de la chambre d'hôpital. Je pris une lente et profonde inspiration.
Je mordis ma lèvre tremblante aussi fort que je pus, et tentai de garder la tête froide, bien qu'elle bouillonnât d'une rage aussi glaciale que si on l'avait plongée dans l'eau glacée. C'est donc ainsi. Après un long silence, les mots qui sortirent de ma bouche semblaient étrangement froids et calmes. J'en étais moi-même surprise. Et Bastien laissa échapper un grognement confus face à ma réaction étonnamment impassible. Très bien, je vais signer. Je bougeai ma main droite tremblante de toutes mes forces, saisis le stylo sur la table de chevet et signai clairement mon nom sur les papiers du divorce. Oh, génial! Je rentre à la maison alors. J'ai des réservations pour le dîner à préparer. Ah, au fait, j'espère que ton opération se passera bien. Bastien arracha joyeusement les documents signés, puis sortit de la pièce d'un pas léger, presque en sautillant, sans se retourner une seule fois. Fixant la porte fermée, un sourire froid se dessina sur mon visage. Pas une seule larme ne tomba. Je sentais seulement un feu brûler silencieusement, mais férocement au fond de mon cœur. Bastien, tu as commis une erreur fatale. Avec quel argent crois-tu pouvoir envoyer un chèque mensuel à tes parents dans leur petit village de la Creuse? Avec quel argent as-tu acheté ce costume hors de prix que tu portes? Madame Laurent, il est temps. Nous vous emmenons au bloc, dit doucement une infirmière. Le bruit des roues du brancard commença à résonner dans le couloir silencieux. Ma vengeance commencerait à la seconde exacte où je survivrais à cette opération. Ma conscience émergea lentement d'un profond océan d'anesthésie. Quand j'ouvris mes lourdes paupières à la limite de ma vision floue, je vis un plafond blanc stérile et un tube de perfusion. Une douleur sourde et lancinante irradiait dans ma tête. Mais j'étais bel et bien en vie. Madame Laurent, vous m'entendez. L'opération est un immense succès. La voix calme de mon chirurgien parvint à mes oreilles. Je répondis en clignant lentement des yeux. Miraculeusement, il n'y avait aucune séquelle, et la tumeur logée dans mon cerveau avait été proprement retirée. Le fait d'être revenu au pays des vivants renforça encore ma résolution de vengeance. Allongé dans mon lit, pendant ma convalescence post-opératoire, je repensais à mes 15 années de mariage. Mon mari Bastien était un cadre moyen dans une grande entreprise à la Défense. Il n'occupait pas de poste de haute direction, et son seul salaire mensuel n'aurait jamais suffi à payer les charges de copropriété et les impôts fonciers de notre vaste appartement haussmannien du 16e arrondissement encore. Moins à acheter ses costumes sur mesure ou à financer ses coûteuses soirées arrosées. C'était mathématiquement impossible. Pourtant, il vivait dans une illusion monumentale. La vie luxueuse qu'il menait était entièrement due à mon patrimoine caché. Mon défunt père était le PDG d'un empire immobilier qui avait bâti sa fortune de zéro. En tant qu'enfant unique, j'ai hérité de la grande majorité de ces sociétés civiles immobilières, SCI, et de plusieurs immeubles commerciaux prestigieux. Actuellement, rien qu'avec les revenus locatifs des appartements et des bureaux, je perçois des centaines de milliers d'euros de revenus passifs chaque mois. De plus, je gère personnellement un solide portefeuille d'investissements privés. Cependant, pour protéger l'ego fragile de Bastien, j'avais caché le fait que j'étais indépendamment riche dès le début de notre mariage. Je couvrais toujours le déficit de nos dépenses courantes en virant de l'argent de mon compte personnel vers notre compte joint, faisant croire que nous vivions luxueusement uniquement sur le salaire de Bastien. Parce que j'étais souvent à la maison. Bastien croyait sincèrement que ce train de vie de nabab était entièrement le fruit de son travail en entreprise. Non seulement cela, mais les parents de Bastien géraient une petite entreprise artisanale dans leur région rurale de la Creuse. Il y a 5 ans, leur affaire a failli faire faillite. C'est moi qui ai sauvé mes beaux-parents noyés sous des dettes massives et harcelés par les huissiers, en utilisant mes biens personnels. J'ai remboursé leurs prêts professionnels de 300 000 € en une seule fois, et j'ai discrètement mis en place un virement mensuel automatique de 3 000 € de mon compte vers le leur. Il y a quelques années, lors d'un repas dominical dans leur vieille maison mal isolée, ma belle-mère m'a regardé froidement et a ricané. « Camille, tu ne peux même pas nous donner de petits-enfants, et pourtant tu vis si confortablement sur la paix durement gagnée de Bastien. Pourquoi n'essaierais-tu pas de trouver un vrai travail? Toutes les épouses de nos proches travaillent pour faire leur part. » Alors que je restais silencieuse, Bastien, assis juste à côté de moi, n'a même pas essayé de me défendre. Il a ricané cyniquement et approuvé sa mère. « Laisse tomber, maman. C'est presque un parasite
qui ne pourrait pas survivre sans mes revenus. Je suis juste assez généreux pour subvenir à ses besoins. C'est une épouse inutile, mais s'il vous plaît, tolérez-la. Parasite. Inutile. En écoutant ces mots, je pris simplement une gorgée de mon thé. Je ne pris même pas la peine de répliquer. Ils ne sauraient probablement jamais de toute leur vie que le luxueux chapon et le foie gras servis sur leur table, ainsi que les vêtements neufs qu'ils portaient, étaient tous secrètement organisés et payés par moi. Et puis, il y avait Chloé, la meilleure amie, dont Bastien avait fièrement prononcé le nom dans la chambre d'hôpital. Nous étions amis depuis le lycée. Elle avait toujours été une femme qui aimait le luxe et avait un besoin désespéré de se faire remarquer. Quand j'ai épousé Bastien, elle m'a félicité en apparence, mais je me souviens avoir surpris une pointe de jalousie aiguë dans ses yeux. Je ne m'attendais pas à ce que sa jalousie soit si profondément tordue qu'elle la conduise à me voler mon mari, et même à avoir un enfant d'une liaison qui avait déjà 1 an. Ces 2 idiots m'avaient jeté négligemment pour un enfant totalement inconscient du brutal retour à la réalité qui les attendait. Était-il en train d'imaginer que mon opération avait échoué et qu'une grosse assurance vie leur appartiendrait? 1 semaine après l'opération, ma convalescence se passa bien et je fus transférée dans une chambre normale. Dès que je fus assez forte pour marcher seule, j'attrapai immédiatement le téléphone près de mon lit. Mon premier appel fut pour mon gestionnaire de patrimoine et avocat d'affaires, Maître Dubois, qui gérait les avoirs de ma famille depuis des années. Après lui avoir brièvement expliqué la situation, mon vieil avocat prit une profonde inspiration et répondit fermement « Je comprends parfaitement, Madame Laurent. Je vais immédiatement annuler les virements permanents vers les comptes de vos beaux-parents, bloquer toutes les cartes bancaires supplémentaires à son nom et préparer une action en justice pour dommages et intérêts concernant l'infidélité. Nous allons les anéantir. » J'acquiesçais profondément à ces mots. Très bien. Les préparatifs de la contre-attaque étaient terminés. Le compte à rebours avant le moment où il réaliserait la vérité et serait jeté dans les abysses du désespoir avait officiellement commencé. Au moment où je pensais cela et posais mon téléphone sur la table de nuit, on frappa doucement à la porte. Il était trop tôt pour la tournée des infirmières. Qui pouvait venir en fin d'après-midi, juste à la fin des heures de visite? Entrez. Après, ma réponse, la porte coulissa. En voyant le visage de la personne qui entrait, je retins inconsciemment mon souffle et serrai ma couverture. C'était quelqu'un qui n'avait absolument rien à faire ici. La personne dont je voulais le moins voir, le visage, se tenait dans l'embrasure de la porte avec un sourire narquois de chat. « Oh Camille, tu as survécu. Quel dommage !» Accompagné d'une vague écœurante de parfums capiteux, l'air de la chambre d'hôpital gela à nouveau. La personne à la porte était Chloé. Au milieu du vent mordant de début mars, qui faisait trembler les vitres parisiennes, elle portait une robe Chanel rose vif, comme si elle accueillait le printemps en avance. À son bras pendait un sac à main de luxe tapageur. Même si sa meilleure amie venait de survivre à une lourde opération du cerveau, elle n'avait apporté ni fleurs ni cadeaux, se tenant simplement là, avec un sourire froid et condescendant. « Oh Camille, tu as survécu. Quel dommage !» Les tout premiers mots qu'elle cracha étaient pleins d'un venin incroyable, ne ressemblant pas du tout à des paroles adressées à une vieille amie. Je me redressai lentement sur le lit et fixai calmement son visage. Avant l'intense colère, ce qui émergea fut le dégoût et un pur amusement face à la bassesse dont un être humain pouvait faire preuve. « Chloé, pourquoi es-tu ici ?» En réponse à ma question impassible. Chloé s'approcha du lit avec le claquement bruyant et agaçant de ses talons aiguilles, puis s'assit nonchalamment sur la chaise métallique que Bastien avait, occupée 1 semaine auparavant. « Pourquoi tu demandes ? Tu l'as entendu de Bastien, n'est-ce pas ? Nous avons un fils adorable ensemble. Il a déjà 1 an. Aujourd'hui, je suis venue te le dire en personne et te demander de laisser Bastien tranquille. » Chloé tira le dernier iPhone de son sac de marque et me mit le visage avec arrogance, l'écran sous les yeux. Y figurait une photo de Bastien Chloé et d'un petit garçon d'environ 1 an, tous souriants à pleines dents. L'arrière-plan était le hall d'un palace parisien, sans doute le Ritz. Un somptueux room service était disposé sur la table et au poignet de Bastien la montre de luxe à 30 000 € que je lui avais offerte pour son anniversaire brillait sans vergogne. Bastien est tellement heureux. Tu sais, il m'a dit qu'il était ravi d'avoir enfin trouvé une belle jeune femme capable de lui offrir une vraie famille.
pas comme une marchandise avariée comme toi, Camille. En tant que femme, tu dois comprendre ce que je ressens. Non. Le bonheur ultime, c'est de donner naissance à un enfant avec l'homme qu'on aime et de bien l'élever. Marchandise avariée. L'expression était comme un couteau froid et tranchant coupant l'air de la pièce. C'était la même meilleure amie qui s'asseyait avec moi pour pleurer quand j'étais physiquement et mentalement brisée par des traitements FIV épuisants. Maintenant, elle riait en enfonçant ses ongles dans ma blessure la plus sensible et la plus profonde. J'avalais toutes mes répliques et me contentais de fixer Chloé d'un regard glacial, gardant un silence absolu. Mon silence fut clairement pris par Chloé pour un signe de défaite totale. Elle devint encore plus enthousiaste et continua à lancer des insultes cruelles en succession rapide. En plus, avoir une tumeur au cerveau à 45 ans. En tant que femme, tu es finie. Bastien se plaint de toi sans arrêt. Il dit qu'il ne te reste aucun sex-appeal. Et maintenant, avec cette grave maladie, tu n'es qu'un énorme fardeau médical. Ils t'ont rasé la tête pour l'opération, n'est-ce pas? Avec une apparence aussi pathétique et laide. Comment oses-tu même essayer de montrer ton visage à Bastien? N'as-tu donc plus aucune fierté? Les abus verbaux impitoyables de Chloé ne s'arrêtaient pas. Je pris une profonde inspiration. Dehors, un magnolia balançait violemment dans le vent de la tempête, ses bourgeons précoces encore durs et fermés. Le vrai printemps était encore un peu loin. L'air mordant de mars ressemblait beaucoup à l'état de mon cœur gelé. Camille, il ne te reste absolument rien. Ta jeunesse, ta santé, un enfant magnifique et le mari que tu aimes. Je t'ai tout pris. Ah, c'est vrai. J'ai su par Bastien que tu as signé les papiers du divorce tout de suite. Merci infiniment pour ça. Avec ça, on peut enfin rompre ce lien gênant et nous trois pourrons devenir une vraie famille. Chloé rit avec arrogance et croisa élégamment les jambes. Alors quand sors-tu de l'hôpital, Bastien a dit qu'avant que tu ne rentres, il allait t'emballer toutes tes affaires de l'appartement haussmannien et les jeter. Il a dit que dans notre glorieuse nouvelle vie, tes vieilleries sont totalement inutiles. Il était tellement excité d'appeler les encombrants pour tout jeter à la benne. Je fronçais légèrement les sourcils. Ce vaste appartement dans le triangle d'or de Paris avait été acheté comptant avec mon patrimoine personnel. Le fait que le nom de Bastien figure sur l'acte n'était qu'une mesure juridique temporaire que j'avais autorisée pour ménager son ego fragile afin qu'il puisse frimer devant ses collègues cadres. La véritable propriété, les impôts fonciers et les charges de copropriété exorbitantes étaient tous payés directement par moi. Mon avocat avait déjà dû prendre des mesures définitives en coulisses. Mais ces deux pitoyables individus n'avaient absolument aucune idée du brutal retour à la réalité qui les attendait. « Chloé, brisai-je le long silence parlant très calmement, penses-tu vraiment pouvoir être heureuse en vivant comme ça ?» En entendant mon ton excessivement calme, l'expression de Chloé se figea une fraction de seconde, mais elle força rapidement un rire cynique. « Bien sûr, Bastien est un cadre d'élite dans une entreprise prestigieuse à la Défense. Chaque mois, il me donne un budget shopping énorme, et quelle que soit la marque de créateur que je veux, il me l'achète sans la moindre plainte. Il gagne un salaire massif bien trop précieux pour le gaspiller avec une femme simple et ennuyeuse comme toi. Désormais, je vais mener la grande vie avec mon fils en utilisant tout cet argent. Un salaire massif. » En entendant ces mots, je faillis éclater de rire, me retenant seulement en serrant les dents. Le salaire médiocre de Bastien en tant que cadre moyen était incroyablement limité. Les sacs de créateurs que Chloé exhibait et les séjours dans des palaces étaient entièrement financés par l'argent coulant de mon patrimoine vers son compte courant. « Alors profites-en tant que tu peux », répondis-je, la voix froide comme la glace. Le visage de Chloé se tordit de profond mécontentement. « Tu n'es qu'une perdante amère qui essaye de jouer les durs. Peu importe. Profite juste de ta vieillesse solitaire et pathétique. Nous n'allons pas te verser un seul centime de pension alimentaire. Alors prépare-toi à ça. » Chloé cracha ces mots, se leva brusquement et marcha bruyamment vers la porte. Mais alors que sa main touchait la poignée, elle s'arrêta soudainement, se retourna et sourit avec une pure méchanceté. « Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Bastien a dit que ce week-end, il ira se recueillir sur la tombe de tes parents dans le caveau familial au Père-Lachaise avec moi et notre fils. Bien sûr, il a dit qu'il allait annoncer proprement à tes parents décédés que nous allons former une nouvelle famille.
Un mari si bon et sincère, n'est-ce pas? En entendant leur intention folle de piétiner la terre sacrée où reposaient mes parents, quelque chose de crucial se brisa dans mon cœur. C'est la seule chose que je ne pardonnerai jamais au grand jamais. Après que Chloé eut quitté la chambre, l'air follement satisfaite, j'attrapai à nouveau mon téléphone. Il n'y avait plus de temps à perdre. Je cherchais un nom dans mes contacts et appuyais sur le bouton d'appel sans hésitation. Le moment était venu de mobiliser la personne qu'il craignait le plus. Je ne laisserai pas des gens aussi sales s'approcher du sol sacré où reposaient mes parents. J'appelais le père Michel, qui gérait la concession du cimetière pour notre famille et vieil ami de mon défunt père. Père Michel, cela faisait longtemps. C'est Camille. En fait, il y a un grave problème. J'expliquai brièvement et précisément la situation. Mon futur ex-mari prévoyait de venir au caveau familial ce week-end avec sa maîtresse et l'enfant de leur liaison. J'expliquais que nous étions en plein divorce houleux et que je ne voulais absolument pas qu'ils entrent dans la concession. À l'autre bout du fil, le père Michel poussa un léger grondement, la voix tremblante d'une juste colère. Quel homme insolent! Il sait combien ton père t'aimait, Camille, et pourtant il ose commettre un acte si méprisable. Je ne les laisserai pas poser un seul pied sur ce sol sacré. Ne t'inquiète pas. Ce week-end, les grilles de la concession seront verrouillées. À part les membres autorisés de la famille, personne ne pourra entrer, s'ils essaient de forcer le passage. Je ferai intervenir la police immédiatement pour intrusion. Camille, concentre-toi sur ton rétablissement. Je baissais profondément la tête en entendant les paroles réconfortantes du prêtre. Avec cela, le lieu de repos de mes parents était protégé. Juste après avoir raccroché, comme si c'était parfaitement chronométré, mon téléphone vibra bruyamment. Le nom de Bastien clignota sur l'écran. Avec un cœur déjà transformé en glace, je décrochai. « Oh, Camille, toujours en vie, je vois. Chloé vient de me dire qu'elle était passée te voir. Comment c'était ?» Impressionné par la photo de mon beau-fils. Quelque chose qu'une femme stérile comme toi ne pourrait jamais me donner. La voix de Bastien semblait pâteuse, manifestement ivre et excessivement extatique. En arrière-plan, une élégante musique de piano flottait doucement avec le léger tintement de l'argenterie coûteuse. Il profitait visiblement d'un dîner de luxe avec Chloé. En utilisant mon argent, j'écoutais ses paroles sans l'ombre d'une émotion. Face à un silence total, Bastien continua à cracher des remarques ignobles. « Tu commences seulement à réaliser maintenant, n'est-ce pas? À quel point tu as été un fardeau dans ma vie. Avoir une tumeur au cerveau à 45 ans. Quelle mauvaise blague. Je suis au sommet absolu de ma carrière. Tout le monde autour de moi est heureux, entouré de leurs belles épouses et de leurs enfants mignons. Pendant ce temps, je devais regarder ton visage maussade à la maison. Tu ne comprendras jamais à quel point je me suis senti misérable toutes ces années. » Bastien continuait de parler, jouant la victime ultime. À quel point cet homme était stupide, ignorant totalement que pendant 15 ans, j'avais fourni le soutien financier pour couvrir son maigre salaire, payer les dettes massives de ses parents et continuer à leur envoyer une pension mensuelle. Sa diatribe cruelle continua. En plus, tu étais toujours ennuyeuse au lit et tu manquais de vrai charme féminin. Regarde Chloé avec sa jeunesse et sa beauté. Elle a donné naissance à un fils qui a hérité de mes gènes supérieurs. Ma dignité d'homme est complètement intacte grâce à elle. Tu n'es qu'un parasite qui a vécu confortablement de mes fiches de paie, durement gagnées, en restant à la maison à cuisiner. À partir de maintenant, chaque centime de mon argent ira à Chloé et à mon fils. Tu n'auras pas un seul centime avec le divorce. » En l'entendant parler avec une telle confiance, je faillis rire. « Alors, quelle était ta vraie raison pour m'appeler ce soir ?» demandai-je d'une voix plate. Bastien claqua la langue. « Ingrate. Peu importe. En fait, je prévois d'acheter un nouveau 4S4 flambant neuf pour Chloé et notre fils demain. Le parking de l'immeuble n'a actuellement que ma voiture de sport. Ce n'est pas pratique pour voyager en famille. J'achète un Range Rover familial comptant la finition la plus haute. En entendant cela, je me sentis plus qu'amusé. J'étais presque impressionné par son illusion. Il traitait la carte de débit liée à notre compte joint, financé exclusivement par mon patrimoine, comme son propre distributeur sans fonds. Il disait vouloir payer comptant, même si son compte bancaire personnel n'avait probablement que quelques centaines d'euros. Donc, je voulais transférer un peu d'argent de mes économies
et j'ai essayé de payer l'addition du dîner avec la carte que j'utilise d'habitude. Mais ça a affiché un message d'erreur. Tu n'as rien fait de bizarre, n'est-ce pas? Si tu oses toucher à mon argent, je te détruirai. Je dois payer le concessionnaire avenue de la Grande Armée demain. Avec ces mots, je compris tout. Mon avocat avait agi à la vitesse de l'éclair. Le processus de blocage des cartes de crédit de Bastien et des comptes joints que je finançais était déjà terminé. J'expirais lentement. Le vent froid du soir entra par la fenêtre de l'hôpital légèrement ouverte. Oh vraiment, je ne sais rien d'une erreur de carte. Peut-être que tu as entré le mauvais code PIN. Quoi, c'est impossible que je me sois trompé de code. Peu importe. J'irai juste crier sur le guichetier de la banque directement demain matin. Tu m'es totalement inutile maintenant. Alors dépêche-toi, sors de l'hôpital et sors tes affaires de mon appartement. On va vivre notre meilleure vie à partir de maintenant. Ne sois pas une nuisance, femme inutile. Après cette diatribe unilatérale, il raccrocha. Le bip monotone résonna dans la chambre silencieuse. Nuisance, inutile, parasite. Le barrage d'insultes résonnait froidement dans ma tête, mais étrangement, il n'y avait pas une once de tristesse. Il n'y avait qu'une froide et dure anticipation du retour dévastateur à la réalité qui allait le frapper. La réalité, qu'il affronterait à la banque demain, que son compte n'avait que de la petite monnaie, que ses cartes Platinum étaient du plastique gelé, que l'argent qu'il dépensait sans compter était entièrement le mien. Demain, la fierté en papier mâché de cet homme serait brisée en 1 million de morceaux. Je m'allongeais sur le lit et regardais la lune froide par la fenêtre. Mais le désespoir de Bastien ne se limiterait pas à des problèmes d'argent. Il n'avait aucune idée que le pire des scénarios se déroulait silencieusement en coulisses. Une pluie froide de printemps fouetta férocement la vitre de l'hôpital le lendemain matin. C'était une journée glaciale, typique d'un mois de mars à Paris. Ma cicatrice chirurgicale me faisait légèrement souffrir à cause de la garce-pression atmosphérique. Je me tendis dans le lit. L'heure pour Bastien d'affronter la musique à la banque approchait. J'attendais calmement, mais la situation dérapa dans une direction bien plus folle que je ne l'avais imaginée. Mon téléphone sonna bruyamment. L'écran affichait le nom de Bastien et l'icône FaceTime. Je m'assis lentement et acceptai l'appel vidéo. L'écran affichait le spacieux salon du luxueux appartement haussmannien que j'avais acheté content. Mais en voyant son état, je retins mon souffle. Sur le parquet en point de Hongrie, mes vêtements de créateur, mes livres et ma vaisselle ancienne préférée étaient jetés pitoyablement, et plusieurs grands sacs poubelles noirs très résistants étaient empilés contre le mur. « Oh Camille, bonjour. Comment c'est? Une belle vue, non? La pièce semble tellement plus lumineuse maintenant qu'on jette tes déchets ennuyeux, » dit Bastien à l'écran avec un rire diabolique. Derrière lui, Chloé portait un manteau vintage de créateur qu'elle avait arraché de mon placard prenant la pose devant le miroir de l'entrée. « Oh mon Dieu, Bastien, la coupe de ce manteau est tellement démodée. Les goûts de Camille sont vraiment ringards, mais bon. Si je la porte dans un dépôt-vente de luxe dans le Marais, ça pourrait ajouter un peu d'argent pour notre lune de miel. » Le rire strident de Chloé résonna dans le haut-parleur du téléphone. Voir ces deux-là traiter mes affaires comme des ordures me retourna l'estomac. Mais ce qui me brisa vraiment mentalement, ce furent les personnes inattendues qui apparurent ensuite à l'écran. Oh mon Dieu! Chloé ne touche pas aux vêtements de cette femme sale. Ces microbes pourraient infecter mon précieux petit-fils. C'est dangereux. Le visage de ma belle-mère apparut dans le coin de l'écran. Derrière elle se tenait mon beau-père qui avait l'air de se sentir tout à fait chez lui. Pourquoi mes beaux-parents, qui auraient dû vivre discrètement dans la Creuse, étaient-ils à Paris et pire dans mon appartement? Remarquant mon choc, ma belle-mère fusilla la caméra du regard, les yeux pleins de haine. « Camille, alors, tu es toujours en vie femme sans honte. Bastien nous a tout raconté. Une belle fille défectueuse comme toi, incapable de nous donner des petits-enfants, ne sera plus jamais autorisée à mettre un pied dans notre famille. Chloé est une femme incroyable qui nous a donné un formidable héritier. Elle est notre vraie famille maintenant. Tu n'apportes que de la malchance. » Un torrent d'insultes vola de la bouche de ma belle-mère. Même si j'avais remboursé leur dette de 300 000 € et leur avais envoyé un chèque mensuel de 3 000 € pendant des années, ils me rendaient ma gentillesse en conspirant avec la maîtresse de mon mari pour me jeter de ma propre maison. Merci beaucoup, maman.
Je promets que je rendrai Bastien, et vous très heureux, dit Chloé, d'un ton mielleux et faux, en se blottissant contre ma belle-mère qui affichait un large sourire. Je tombais dans le silence, serrant fermement mon téléphone. Non pas parce que je ne trouvais pas les mots pour répliquer, mais parce que ma colère gela complètement en voyant à quel point ces gens étaient ingrats et superficiels. « Hé, Camille, tu n'as absolument rien à dire, n'est-ce pas ? Tu réalises enfin à quel point tu es pathétique, cria Bastien triomphalement depuis l'écran. C'est vrai, je vais te montrer l'endroit parfait pour tes affaires. Bastien marcha vers le fond du salon, tenant le téléphone, et la caméra captura les choses qui m'étaient les plus précieuses. Les albums photos de mes parents décédés et la montre à gousset ancienne de mon père étaient jetés négligemment dans une boîte en carton sale. « Arrête !» Une voix rauque s'échappa de ma bouche. Je me moquais des vêtements de créateur ou de l'appartement, mais les précieux souvenirs de mes parents. Je ne voulais pas qu'ils soient touchés par ces mains sales. Depuis mon lit d'hôpital, je n'avais aucun moyen physique de les arrêter. Cette impuissance écrasante me poussa à bout. Que j'arrête. Tu plaisantes. Les affaires de personnes mortes apportent de mauvaises ondes dans notre nouvelle maison. Je les jette à la poubelle tout de suite. Tes parents doivent se retourner dans leur tombe, laissant derrière eux une fille inutile comme toi. Ouais, passe-leur le bonjour pour qu'ils puissent regarder la fin pitoyable de leur fille en enfer. En même temps que les insultes de Bastien, les rires vulgaires de ma belle-mère et de Chloé se chevauchèrent. Convaincus d'avoir complètement brisé mon esprit, ils mirent fin à l'appel vidéo avec un clic satisfait. Le silence revint dans la chambre d'hôpital. Je serrai mes épaules tremblantes sur le lit froid. La frustration de ne pas pouvoir protéger mes affaires précieuses faillit faire couler mes larmes. Cependant, je les essuyai avec force. Ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient franchi la ligne rouge de mon territoire le plus sacré. Juste au moment où j'allais appuyer sur le bouton d'appel de l'infirmière, mon téléphone vibra à nouveau. C'était un appel entrant de mon avocat d'affaires. « Bonjour, Madame Laurent. Les dispositions ont été finalisées. L'arrêt des fonds vers vos beaux-parents, la suspension des cartes bancaires et le blocage des comptes joints ont tous été exécutés à 9h00 ce matin. Et il y a un autre rapport critique. L'enquête de fonds accélérée et les investigations privées sur Chloé Vernier ont révélé un fait choquant. Je retins mon souffle en entendant la voix basse et tendue de mon avocat. Pendant qu'il faisait la fête dans mon appartement, les pas de la ruine totale se rapprochaient d'eux. Madame Laurent écoutait attentivement. Le garçon d'1 an, que Chloé a mis au monde, après un test ADN secret mené via nos agences d'investigation privées, il s'est avéré qu'il n'est pas l'enfant de Bastien. Ce fait totalement inattendu et choquant me fit halléter. Chloé avait manipulé Bastien avec l'enfant d'un autre homme, le présentant comme son héritier, juste pour s'assurer une vache à lait. Et Bastien, avalant ce mensonge tout cru, m'avait joyeusement jeté pour ça. L'absurdité absolue de la situation fit monter un rire sec de mon cœur gelé. « Il y a un problème encore plus urgent », continua l'avocat. Bastien a affirmé au bureau de sa société que votre appartement haussmannien et vos immeubles commerciaux sont ses biens personnels. Et il a récemment tenté de contracter un prêt personnel massif auprès de l'entreprise en les utilisant comme garantie. Quel idiot fini! Il n'y avait absolument aucun moyen légal pour lui d'utiliser unilatéralement des propriétés au nom exclusif de ma SCI comme garantie. Mais sa folie ne s'arrêtait pas là. Madame Laurent, en fait, j'ai amené quelqu'un de spécial pour vous voir aujourd'hui. Il devrait arriver dans votre chambre d'un instant à l'autre. Juste après que l'avocat eut dit cela, on frappa doucement. « Entrez !» dis-je. La porte s'ouvrit et un homme d'âge mûr vêtu d'un costume sur mesure de haute qualité entra. En voyant son visage, mes yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Delacroix, pourquoi êtes-vous ici ?» C'était Antoine Delacroix, le PDG de l'entreprise où travaillait mon mari. Le PDG s'approcha du côté de mon lit et s'inclina profondément, l'air incroyablement confus et désolé. « Madame Laurent, cette fois notre employé stupide a causé un nombre immense de problèmes. Je suis vraiment désolé. J'étais profondément inquiet pour votre état de santé, mais je suis tellement soulagé de vous voir aller bien. Pourquoi le PDG de l'entreprise de mon mari s'excuserait-il si humblement auprès d'une femme au foyer ordinaire? C'était mon autre grand secret, dont Bastien ne savait absolument rien. L'empire immobilier laissé par mon défunt père possédait plusieurs tours commerciales de premier plan à Paris et en banlieue. L'une d'elles était le majestueux gratte-ciel,
située au cœur de la Défense, actuellement entièrement louée par l'entreprise de M. Delacroix pour son siège social. En d'autres termes, j'étais la propriétaire de l'immeuble où Bastien travaillait. Et en plus de cela, grâce à des liens remontant à l'époque de mon père, mon fonds était l'un des actionnaires majoritaires de son entreprise. Si je le voulais, je pouvais légalement refuser de renouveler leur bail et laisser l'entreprise de Bastien sans siège social. Je détenais un pouvoir absolu sur sa chaîne alimentaire professionnelle. En fait, cet homme nommé Bastien a amené une femme nommée Chloé et un bébé dans le hall des bureaux, récemment se vantant devant tout le monde d'être le prochain PDG en lice. Pire. Il vous a publiquement insulté, Madame Laurent, au sein de l'entreprise, vous qualifiant de femme stérile inutile et de pitoyable parasite vivant de son argent. Dit Monsieur Delacroix, en serrant les poings de frustration, le visage tendu. Envers vous, Madame Laurent, notre actionnaire majoritaire très estimé et propriétaire. De telles insultes ignobles sont absolument impardonnables. Nous nous préparons à le licencier pour faute grave immédiatement. À ce moment précis, comme par une chronométrie parfaite, mon téléphone sonna bruyamment. Sur l'écran, le nom de Bastien clignota. Je lançai un regard à Monsieur Delacroix décroché et mis le haut-parleur. « Hé Camille, qu'est-ce que tu as fait à mes cartes de crédit ?» Chaque terminal les a refusées. J'ai été complètement humilié chez le concessionnaire Range Rover à l'instant. Le hurlement furieux de Bastien résonna dans la chambre d'hôpital. Le sourcil de Monsieur Delacroix tressaillit violemment. « Espèce de déchet inutile. Tu crois que tu peux toucher à mon argent comme bon te semble. Appelle la banque et débloque-les immédiatement. Sinon, je viens à l'hôpital pour te le faire payer. » Une série de menaces incroyablement viles s'échappa du haut-parleur. Je ne montrai aucune émotion sur mon visage, fixant simplement l'écran froid dans un profond silence. Voyant que je ne répondais pas un seul mot, Bastien devint encore plus déséquilibré. « Reste silencieuse, espèce de monstre. Tu aurais dû mourir sur cette table d'opération. Je vais emmener Chloé manger des truffes et du caviar pendant que tu boufferas de la nourriture d'hôpital pour le reste de ta vie. Tu es une basse. » L'appel fut brusquement coupé. Dans la pièce retournée au silence, Monsieur Delacroix tremblait de rage. « Madame Laurent, une telle insubordination et de tels abus odieux ne peuvent être tolérés une seconde de plus. Demain matin, quand il arrivera au travail, je le virerai personnellement. » Je secouai lentement la tête. « Non, Monsieur Delacroix, se contenter de le virer est beaucoup trop léger. Il doit ressentir le désespoir absolu quand le sol s'effondrera sous ses pieds. Il doit réaliser à quel point l'illusion dans laquelle il vit est arrogante. » D'une voix cristalline, je présentais une proposition terrifiante au PDG. « Demain matin, je viendrai également à votre siège social. Là, dans le hall d'entrée, devant tous ses collègues, je réduirai en miettes sa fierté de pacotille, la chose même dont il se vante le plus jusqu'à ses racines absolues. Dehors, la pluie froide de printemps s'était complètement arrêtée, et une lumière vive commençait à percer à travers les fissures des nuages. Le moment était venu pour mon pouvoir caché de sortir enfin de l'ombre. Le lendemain matin, sous un ciel bleu vif de Paris, j'obtins une autorisation médicale spéciale de 4 heures de mon médecin et montai dans une berline noire de luxe avec chauffeur. Ma destination était le siège social de l'entreprise, où travaillait mon mari, la gigantesque tour de la Défense que je possédais personnellement. Sur le siège, à côté de moi, Monsieur Delacroix m'accompagnait. Il semblait extrêmement tendu, essuyant à plusieurs reprises la sueur de son front avec une pochette de costume coûteuse. Je regardais calmement les rues de la ville défiler, me préparant pour le grand final. Pendant ce temps, Bastien était en train de commettre l'impensable dans le vaste hall en marbre du bâtiment de l'entreprise. D'une manière ou d'une autre, il avait amené sa maîtresse Chloé et l'enfant de la liaison au bureau pendant l'heure de pointe du matin, tenant une cour avec ses collègues qui arrivaient et parlant fort. Et tout le monde regardait ma vraie famille. Chloé est jeune belle et elle a même donné naissance à un grand héritier portant mes gènes supérieurs. Rien à voir avec cette épouse inutile que j'ai. C'est une marchandise avariée de 45 ans coincée à l'hôpital avec une tumeur au cerveau. Juste un parasite total qui vit de mon argent. Aujourd'hui, je finalise le divorce. Et en tant qu'homme qui va bientôt diriger cette entreprise,
Je commence ma brillante nouvelle vie. Voyant le comportement de Bastien, qui violait absurdement toutes les règles RH en amenant une maîtresse dans un hall d'entreprise professionnelle, ses collègues étaient véritablement consternés, chuchotant entre eux et le foudroyant du « regarde ». Cependant, Bastien et Chloé, se sentant le centre de l'univers, étaient totalement incapables de lire l'ambiance de la pièce. Chloé, portant les vêtements de créateur achetés avec mon argent, regardait les employés de haut. La future ex-femme de Bastien est vraiment pathétique. Elle n'a aucun sex-appeal. Elle est gravement malade et elle n'est qu'un gouffre financier pour lui. À sa place, j'aurais honte de montrer mon visage. À partir de maintenant, Bastien et moi sommes ceux qui vous dirigeront, alors vous feriez mieux de vous y habituer. Leurs rires odieux résonnèrent désagréablement dans le hall en marbre. Soudain, les portes-tambours de l'entrée tournèrent violemment et un couple d'âge mûr se précipita à l'intérieur, haletant lourdement. C'étaient les parents de Bastien. Leur apparence était très différente de celle d'hier, lorsqu'ils agissaient avec tant d'arrogance sur FaceTime. Leurs cheveux étaient en bataille. Ils étaient complètement essoufflés et avaient l'air totalement paniqués. « Bastien, c'est une urgence. Depuis ce matin, des tonnes de mises en demeure de nos fournisseurs sont arrivées et des huissiers se sont pointés chez nous dans la Creuse pour réclamer le paiement des prêts. Le chèque de 3 000 € qui passe d'habitude cette semaine n'a pas été déposé du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Si ça continue, la banque va saisir la maison et on devra fuir. Aide-nous. » Face à cette humiliation publique soudaine, Bastien claqua la langue avec un regard agacé. « Hein, de quoi tu parles, maman? J'ai laissé toutes ces conneries bancaires automatisées à cette inutile de Camille. Elle a perdu la tête après l'opération ou quoi? Elle ne sait même pas programmer un virement de base. Pas vrai. Vraiment une bonne à rien. Mais ne vous inquiétez pas, je suis le futur PDG de cette boîte. Je n'utiliserai même pas la petite caisse de l'entreprise. Je paierai vos petites dettes avec ma fortune personnelle abondante. » En disant cela, Bastien sortit avec arrogance sa carte Gold et composa le numéro de sa banque, essayant de donner des instructions de paiement par téléphone. Il n'avait toujours pas saisi l'amère réalité que chaque morceau de plastique dans son portefeuille était bloqué et que le solde de son compte courant suffisait à peine pour un café. Des beaux-parents paniquaient, un Bastien en sueur prétendant être calme et une Chloé confuse qui commençait à s'agacer. Le hall avait sombré dans un cirque total. Les employés de l'entreprise qui arrivaient ne pouvaient qu'observer ce désastre de loin. « Merde, c'est quoi ce bordel ?» La carte fut encore refusée. « Le système de la banque doit être en panne », hurla Bastien dans son téléphone. Il claqua des doigts vers un analyste junior qui passait par là. « Hé, toi, va au distributeur et tire-moi de l'argent. Je possède pratiquement cet immeuble, tu sais. Pourquoi tu ne suis pas mes ordres ?» Juste au moment où il commençait à aboyer des ordres insensés à ses subordonnés, les lourdes portes de l'ascenseur privé de la direction au fond du hall s'ouvrirent avec un léger carillon. Monsieur Delacroix en sortit le visage pâle et furieux, et marchant gracieusement juste à côté de lui, c'était moi. Bien que je sortisse tout juste d'une opération, je portais un tailleur pantalon noir, j'ai parfaitement ajusté, et je marchais avec une posture parfaite. En voyant mon apparition, à l'air jusque-là chaotique du hall devint instantanément silencieux, comme la mort. Je ne changeais pas d'expression, je fixais simplement les personnes jouant cette farce ridicule. Face à ce silence oppressant, les employés autour s'écartèrent un à un, s'ouvrant comme la mer Rouge, pour me laisser un chemin direct. « Oh, Camille, tu t'es enfuie de l'hôpital, hein ?» Bastien faisant une supposition incroyablement stupide au moment où il me vit sourit cyniquement. « Quoi, tu es venu t'excuser d'avoir foiré mes comptes bancaires? Et tu as même amené le PDG ici pour faire le médiateur. Tellement dramatique. Tu es terrifié à l'idée que je te jette, n'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Un parasite comme toi pourrait supplier à genoux devant tout le monde ici, je ne te pardonnerai jamais. » À côté de moi, le corps de Monsieur Delacroix tremblait physiquement de rage en entendant ces mots insensés. Cependant, je levai doucement la main pour l'arrêter et dirigeai un regard froid, comme le zéro absolu droit dans les yeux de Bastien. « Maintenant, brisons le socle de ton arrogance en papier, mâché en 1 million de morceaux. » Au milieu du vaste hall en marbre, sous les regards de dizaines d'employés de l'entreprise, Bastien se tenait devant moi, arborant un sourire laid et tordu. « Camille, amener intentionnellement le PDG ici pour supplier pour ton mariage, hein? C'est trop tard.
J'ai Chloé maintenant la meilleure des jeunes femmes et un héritier qui porte mon sang. Mets-toi à genoux juste ici et débloque mes cartes bancaires. Si tu le fais, je te jetterai peu. Être un peu de petite monnaie pour la pension alimentaire. À côté de Bastien, Chloé serra son sac à main importé et rit d'un air moqueur. Camille, je ne savais pas que tu étais si pathétique pour te traîner jusqu'ici, à peine sortie de l'hôpital. Mais Bastien est entièrement à moi. Remets tous tes biens restants, en guise de compensation tout de suite, et dégage de nos vies glorieuses pour toujours. Derrière eux, mes beaux-parents qui venaient d'être terrifiés par les agents de recouvrement s'approchèrent avec des yeux exorbités. « Camille, comment oses-tu couper notre rente mensuelle? C'est quoi ton problème? Prépare 300 000 € en liquide, pour nous tout de suite. Tu es vraiment un oiseau de malheur. Dépêche-toi avant que les usuriers ne nous ruinent. » Une série de demandes incroyablement égoïstes et délirantes fut tirée par eux quatre. Des dizaines d'employés autour retinrent leur souffle complètement sans voix. Tout le monde avait des frissons en étant témoin de l'audace pure de cette famille dysfonctionnelle. Pourtant, je ne modifiais pas du tout mon expression. Je les regardais simplement avec un regard aussi clair et froid que la glace restant parfaitement immobile. Non pas de la colère ou de la tristesse, mais une pitié infinie de voir à quel point les êtres humains pouvaient devenir stupides se répandit doucement au fond de mon cœur. Mon étrange silence fut interprété par eux comme une victoire totale. Bastien s'enhardit encore plus et commença à crier si fort que sa voix résonnait sur les hauts plafonds. « Eh, vous tous, écoutez bien. Cette femme est un parasite inutile qui a vécu confortablement de mes salaires durement gagnés pendant 15 ans. Une cause perdue qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui a fini par s'effondrer avec une tumeur au cerveau. Aujourd'hui, je jette cette ordure pour de bon et je construis une nouvelle famille avec Chloé. Et en tant que futur patron de cette boîte, je suis l'homme qui vous dirigera tous. » Juste après que cette déclaration folle a résonné dans le hall Monsieur Delacroix, qui avait réfréné sa rage jusqu'à ce que tout son corps tremble, atteignit finalement sa limite absolue. Ça suffit! Le rugissement tonitruant de Monsieur Delacroix résonna comme un coup de foudre. Frappé par cette pression écrasante, Bastien sursauta de choc. Chloé et ma belle-mère se figèrent instantanément. Les employés autour furent surpris par l'explosion soudaine de rage de leur PDG, habituellement très posé. « Mon Monsieur Delacroix, qu'y a-t-il » Je disais juste la dure vérité à ma folle d'ex-femme. Bastien tenta de se défendre avec un sourire flagorneur, mais Monsieur Delacroix le coupa brutalement, fixant Bastien avec des yeux de démon. « Vous n'avez absolument aucune idée de à qui vous parlez. Parasite ordure. Comment osez-vous prononcer des mots aussi éhontés et vils ?» Monsieur Delacroix prit une profonde inspiration. Puis, devant tout le hall, il annonça une vérité que personne n'aurait pu anticiper. « Tout le monde, écoutez-moi attentivement. Madame Laurent, ici présente, n'est pas une femme au foyer ordinaire. Elle est la propriétaire légale de tout ce gratte-ciel. Elle est notre bailleur. » Au moment où ces mots furent prononcés, l'air dans le hall se vida de tout oxygène. Le visage de Bastien se vida lentement de son sang, prenant une couleur gris cendré maladive. Les mâchoires de Chloé et de ma belle-mère se décrochèrent totalement incapables de comprendre le sens des mots du PDG. « Et ce n'est pas tout, » continua Monsieur Delacroix. « La SCI familiale de Madame Laurent a continuellement soutenu notre entreprise avec un appui financier massif. Elle est notre principale bienfaitrice et notre actionnaire majoritaire. En d'autres termes, la survie même de cette entreprise dépend entièrement d'une seule décision de Madame Laurent. Envers l'honorable Madame Laurent, comment osez-vous, un cadre moyen facilement remplaçable, l'insulter en la traitant de parasite inutile? C'est un acte de faute grave, absolument impardonnable. » Face à une réalité trop choquante pour être traitée, les genoux de Bastien fléchirent. Il tenta de répliquer d'une voix tremblante. « Monsieur, vous plaisantez. Camille est la propriétaire de cet immeuble. Une actionnaire majoritaire, c'est impossible. Ce n'est qu'une pauvre femme au foyer vivant de mon salaire. C'est moi qui paye le loyer tous les mois et qui lui permet de vivre dans ce vaste appartement haussmannien. Monsieur Delacroix, vous avez dû vous faire berner par les mensonges de cette folle. » En entendant la défense pitoyable et risible de Bastien, j'ouvris enfin la bouche. Ma voix calme et ferme coupa l'air tendu. « Bastien, tu es vraiment un homme désespérément stupide et pathétique. » En entendant mes mots froids,
Bastien me regarda avec une expression de terreur pure. Le pouvoir absolu que j'avais caché pendant 15 ans pour protéger son ego fragile venait maintenant de complètement renverser la situation. La vérité indéniable, révélée par M. Delacroix, laissa le vaste hall couvert d'un silence stupéfait. Des dizaines d'employés arrivant au travail devinrent témoins du fait que leur collègue arrogant était un imbécile d'une ignorance inimaginable. « Camille, il est impossible que tu possèdes cet immeuble. Ce coup de bluff ne marchera pas. C'est moi qui paie le loyer », continuait de crier Bastien, des gouttes de sueur grosses comme des grains de maïs coulant sur son front. Sa fierté fragile rejetait avec force la réalité que la femme, qu'il avait toujours méprisée, était en fait une multimillionnaire tenant sa laisse. Je gardais mon froid silence. Pour lui, c'était la confirmation la plus terrifiante. « Bastien, qu'est-ce que ça veut dire ? Cet immeuble appartient à Camille. » Chloé secoua violemment le bras de Bastien, sa voix stridente et paniquée. « C'est une blague. Tu n'étais pas censé être un riche futur PDG. Tu m'as promis que tu dépouillerais de toute sa richesse cette femme stérile et que tu m'offrirais une vie de luxe. Tais-toi. Tais-toi, Chloé. Ça doit être une erreur. Camille, tu as dû détourner mon argent et corrompre le PDG. Ouais, espèce de parasite sournois. Je vais te poursuivre en justice. » Juste au moment où Bastien allait poursuivre sa diatribe, le bruit calme de chaussures de ville en cuir s'approcha de l'entrée du hall. C'était mon avocat d'affaires, Maître Dubois. Il sortit plusieurs épais documents juridiques de sa mallette et les lâcha froidement sur la table basse devant Bastien. « Monsieur Bastien, je ne vous permettrai pas légalement de continuer à diffamer ma cliente, Madame Laurent, avec des allégations sans fondement. Voici des copies des titres de propriété appartenant à la SCI de Madame Laurent et la preuve d'achat comptant pour l'appartement parisien dans lequel vous résidez. Ils ont tous été achetés en utilisant des biens personnels dont Madame Laurent a hérité avant votre mariage. Votre nom sur l'acte n'est qu'un prête-nom. » La voix intimidante de l'avocat fit que Bastien saisit les papiers de ses mains tremblantes. Alors que ses yeux parcouraient l'indéniable vérité juridique qui y était écrite, ce fut comme si tout l'air était aspiré hors de ses poumons. Le document glissa de ses doigts et il s'effondra complètement sur le sol en marbre. Je le regardai de haut. Une voix plus froide que le vent perçant de Mars tomba sur lui. « Bastien, le loyer que tu pensais payer chaque mois, le costume sur mesure, que tu portes en ce moment l'argent que tu as dépensé en buvant dans les bars d'hôtels de luxe tous les soirs avec Chloé. C'était tout l'argent que je transférais secrètement de mon patrimoine personnel vers notre compte joint pour ne pas blesser ta fierté. Ton salaire réel en entreprise est pratiquement le SMIC comparé aux revenus passifs que je gagne chaque mois. » En entendant ma froide confession, Bastien me fixa avec des yeux vides et morts. Alors mes cartes de crédit ont été refusées parce que, oui bien sûr, à cause de moi, j'ai complètement coupé tout financement de mes comptes. Donc tes cartes Platinum ne sont maintenant que des morceaux de plastique inutiles. L'argent comptant que tu possèdes en ce moment s'élève au mieux à quelques centaines d'euros. Acheter un Range Rover familial comptant, c'est hilarant. En entendant ces mots, ma belle-mère hurla hystériquement. « Attendez une minute. » Alors celle qui a remboursé la dette de 300 000 € quand on a failli couler. Celle qui a envoyé 3 000 € chaque mois sur notre compte bancaire dans la Creuse. Ce n'était pas notre incroyable Bastien. C'était toi. Envers ma belle-mère qui s'approchait les yeux exorbités, je souris froidement et acquiesçai. « Oui, c'est exact. La femme que vous avez tous constamment insultée comme inutile parasite et cause perdue est celle qui tenait vos cordons de la bourse. Mais hier, vous avez tous violemment rompu vos liens avec moi, n'est-ce pas? Les virements ont été annulés de façon permanente. Veuillez demander à la fierté de votre fils de rembourser la dette massive aux huissiers qui arriveront à votre porte sous peu. » Mes beaux-parents devinrent mortellement pâles, poursuivis par les créanciers confrontés à une faillite certaine et à une saisie immobilière. L'arrogance dont ils faisaient preuve quelques instants auparavant s'évapora sans laisser de traces. Impossible. Ça ne peut pas arriver, Bastien. Tu as dit que tu faisais partie de l'élite et que tu étais bourré de fric. C'est pour ça que je t'ai choisi. Un mec fauché et noyé sous les dettes ne vaut absolument rien pour moi. Chloé attrapa hystériquement Bastien par le col. Son plan rusé avait complètement échoué. Son intention de piéger un riche cadre s'était soldée par l'obtention d'un homme incompétent et arrogant
sans un sou en poche. Chloé, calme-toi. Je ne savais pas non plus. Cette femme m'a trompée. Je suis la victime ici. La vue de 3 personnes, se retournant les unes contre les autres si misérablement, fit que les employés autour les regardèrent avec des yeux froids et dégoûtés. Cependant, leur enfer ne faisait que commencer. La plus grosse bombe que j'avais préparée n'avait pas encore explosé. J'échangeai un regard avec mon avocat et fis un léger signe de tête. L'avocat tira une enveloppe Kraft hermétiquement scellée de sa mallette. « Chloé, je savais déjà que tu étais une briseuse de ménage qui a approché Bastien pour son portefeuille, dis-je. Mais tu as aussi menti massivement à Bastien, n'est-ce pas ?» En entendant mes mots d'une froideur glaciale, les mouvements hystériques de Chloé s'arrêtèrent net. Son visage se vida instantanément de ses couleurs. « Quoi? De quel mensonge parles-tu? J'aime vraiment Bastien, et je lui ai même donné son fils mignon. Quelque chose qu'une femme stérile comme toi n'aurait jamais pu faire, Camille. Ne lance pas d'accusations sans fondement. » Elle essayait désespérément de masquer sa panique totale. Je regardais simplement l'avocat d'un regard muet, recevant précisément mon signal silencieux. L'avocat déchira lentement le sceau de l'enveloppe et sortit un rapport de laboratoire officiel. « Mademoiselle Vernier, le garçon d'1 an, que vous présentez comme l'héritier de Monsieur Bastien. Hier, nous avons finalisé un test ADN secret par le biais de notre agence de détectives privés. Le résultat est une comparaison entre le profil ADN que Monsieur Bastien a soumis au RH pour sa mutuelle d'entreprise et un échantillon d'ADN légalement obtenu de l'enfant. Lorsque ces mots tranchants furent prononcés, le corps de Bastien sursauta et Chloé se couvrit le visage des 2 mains en hyperventilation. Allant droit à la conclusion, l'avocat annonça impitoyablement « Il n'y a aucune relation biologique trouvée entre cet enfant et Monsieur Bastien. La probabilité de paternité est de 0%. C'est l'enfant d'un autre homme. » L'annonce calme de l'avocat résonna sur le sol en marbre silencieux. Les yeux de Bastien s'écarquillèrent le plus possible, fixant tour à tour Chloé et le bébé dans sa poussette comme s'il assistait à un bug dans la matrice. « Et Chloé, ce n'est pas possible, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant n'est-il pas le fruit de notre amour véritable? Mon précieux héritier. La somme d'argent massif que je t'ai donnée chaque mois pour le lait, la garde et tes caprices de Marc. C'était pourquoi tout ça? Réponds-moi, Chloé. » Face au hurlement désespéré de Bastien, Chloé, réalisant que sa voie d'évasion était complètement bouchée, laissa instantanément tomber son masque de douceur. Elle regarda Bastien avec un regard condescendant et ricana. « Gêne supérieure. Ne sois pas idiot. Pensais-tu que je me lierais volontairement à un petit cadre moyen, avec un salaire minable et aucune qualité rachetable? Cet enfant est mon bébé issu d'une liaison avec un riche promoteur de boîtes de nuit pour VIP où j'étais à serveuse, mais il m'a laissé tomber quand il a fait faillite. C'est pour ça que je t'ai piégé. Tu étais obsédé par moi et tu agissais comme si tu étais un PDG millionnaire. Alors, je t'ai utilisé comme un distributeur de billets pratiques. » En entendant une vérité aussi vicieuse de la bouche de Chloé, Bastien tomba à genoux et se prit la tête à 2 mains. « En plus, cracha Chloé, je ne t'ai supporté que parce que tu te vantais d'être riche. Il s'avère que tu n'es qu'un pauvre type fauché et pathétique qui joue les durs avec le patrimoine de Camille. Ton attitude arrogante m'a toujours dégoûté. Rends-moi mes années perdues, homme inutile. » Le barrage impitoyable d'insultes de Chloé brisa les tout derniers restes de fierté de Bastien. Il pensait mener la grande vie, regardant sa femme de haut, tout en se vantant de sa maîtresse sexy et de son fils. En réalité, il était manipulé par sa maîtresse comme un vulgaire outil, et depuis 1 an, finançait le bébé d'un inconnu avec l'argent de sa femme. J'ai été trompé par cette femme. J'ai dépensé mon argent pour le gosse d'un autre homme. J'ai trahi Camille. J'ai pris en charge la dette énorme de mes parents, et j'ai tout perdu. Bastien s'effondra sur le sol froid et laissa échapper un gémissement guttural et pitoyable. Derrière lui, mes beaux-parents faillirent s'évanouir les yeux révulsés. Eux aussi étaient mentalement brisés par le fait que leur fils adoré était complètement ruiné, et que le bébé qu'ils prenaient pour leur précieux petit-fils était un étranger. Je regardais simplement cette scène tragique et infernale calmement. Parmi les employés environnants, on pouvait entendre des murmures de pitié et de moquerie. Il a exactement ce qu'il mérite. Cependant, ma vengeance n'était pas terminée.
Les insultes qu'il m'avait lancées et leur péché d'avoir essayé de profaner la tombe de mes parents ne pouvaient être expiés avec seulement cela. Monsieur Delacroix, je brisai le long silence, la voix ferme. Le PDG redressa le dos. Oui, Madame Laurent. Quels que soient vos ordres, je les exécuterai immédiatement. Exécutez sa punition selon notre plan. Comme s'il attendait ces mots mêmes, Monsieur Delacroix acquiesça profondément. Et devant tous les employés, il prononça la sentence finale et impitoyable de l'entreprise. Bastien, vous êtes à compter de cet instant précis licencié, pour faute grave avec effet immédiat. Vous avez commis une fraude grave au sein de l'entreprise, en revendiquant les biens commerciaux appartenant à Madame Laurent, propriétaire de notre entreprise et actionnaire majoritaire comme garantie personnelle dans le but d'obtenir un prêt illégal de l'entreprise. Tentative d'escroquerie. De plus, un audit interne a identifié des cas passés de détournement de fonds sur les comptes de frais de l'entreprise. Un abus de biens sociaux caractérisé. Nous avons déjà remis les preuves à la police judiciaire. Licencié pour faute grave. Escroquerie. Police judiciaire. Ce barrage de mots terrifiants et lourds détruisit complètement le visage de Bastien. Ses yeux se révulsèrent et il commença à secouer la tête convulsivement. « Mon monsieur Delacroix, vous mentez, n'est-ce pas ? Viré arrêté. Impossible, Camille. Et Camille, s'il te plaît, dis quelque chose. Ne sommes-nous pas mariés depuis 15 ans ? J'avais tort. Tu es la meilleure des épouses. Je vais larguer cet inutile et le gosse de quelqu'un d'autre tout de suite. S'il te plaît, ne les laisse pas me faire ça. » L'homme qui, il y a quelques instants à peine, me rabaissait comme un parasite, rampait maintenant à mes talons de créateur, tendant la main en désespoir de cause. Je reculai froidement, évitant sa main sale, et maintins un profond silence sans émotion. Mon regard froid servait de condamnation à mort, bien plus cruel que n'importe quel hurlement ne pourrait jamais l'être. Intimidé par mon silence écrasant, Bastien poussa un cri pitoyable et rampa en arrière. Voyant un spectacle aussi humiliant, Chloé fut la première à essayer de sauver sa propre peau. Elle tenta de fuir l'escroc sans le sou et commença à hurler de sa voix stridente. « Ne plaisante pas. Tu essayes de faire de moi une complice. C'est toi qui m'as menti en prétendant être un riche PDG. Espèce d'ordure. Fauchée, Camille. Je suis innocente. Cet homme menteur m'a piégée. Je ne suis qu'une pauvre victime. Tu te fous de moi. Espèce de traînée briseuse de ménage. » Explosa Bastien, sa dernière once de santé mentale se brisant. Il se leva avec des yeux injectés de sang, comme un animal sauvage, et se jeta sur Chloé. « Tu m'as séduit. Tu as menti, en disant que l'enfant d'un autre gars était mon héritier, et tu m'as extorqué pendant 1 an. À cause de toi, j'ai perdu ma femme, mon travail et mon argent. Je vais te tuer. Lâche-moi. » Que quelqu'un attrape ce psychopathe fou. Au milieu du magnifique hall de l'entreprise, 2 personnes qui juraient autrefois un bonheur éternel se griffaient. Maintenant, le visage se tirait les cheveux et se battait hideusement comme des animaux sauvages. Pire, mes beaux-parents se joignirent hystériquement à la bagarre giflant Bastien. « Fils stupide, à cause de toi la banque prend notre maison. Tu as ruiné la vie de tes parents. Comment vas-tu arranger ça ?» Des cris, des hurlements et les pleurs du bébé résonnaient dans l'espace en marbre. Des dizaines d'employés regardaient simplement la scène absurde et minable avec des yeux froids. Pas une seule personne n'intervint pour aider. Je pris une profonde inspiration. Dépouillés complètement de leurs mensonges et de leurs privilèges. Ils s'entraînaient mutuellement dans les abysses de la ruine de leurs propres mains. Cependant, une figure inattendue apparut soudainement, ajoutant la touche finale à cette mise en scène chaotique. Les lourdes portes-tambours de l'entrée tournèrent et un jeune homme tape, l'œil portant une chaîne en or odieuse et une chemise de créateur moulante, entra dans le hall, suivi de 2 hommes massifs et patibulaires. Dès qu'il vit le visage de Chloé au milieu de la bagarre, il laissa échapper un rire maléfique. « Oh, alors tu es là. Je t'ai trouvé facilement parce que tu te vantes partout sur Instagram d'avoir attrapé un riche PDG et de vivre dans un appartement parisien de dingue. On dirait que tu mènes la belle vie à jouer à la famille, hein ? Ton ardoise dans ma boîte et tes prêts personnels clandestins envers moi s'élèvent à 100 000 balles. J'ai été patient parce que tu as dit que tu avais trouvé un pigeon riche pour rembourser. Maintenant, il est temps de payer intégralement. » En voyant le visage de l'homme, Chloé devint pâle comme un cadavre et s'effondra sur place.
Il s'avérait que l'homme tape, l'œil, était Maxime, le père biologique de l'enfant de la liaison, et un homme lourdement lié aux usuriers clandestins du milieu de la nuit parisienne. Et il l'avait retrouvé pour recouvrer la dette massive sur laquelle elle l'avait ignorée. « Quoi, une dette de 100 000 euros, Chloé, qu'est-ce que ça veut dire ?» s'étrangla Bastien. Juste au moment où ma belle-mère s'évanouissait complètement de stress, le gémissement assourdissant des sirènes de la police nationale s'approcha rapidement de l'extérieur du bâtiment, arrivant pour les entraîner encore, plus profondément en enfer. Les intenses flashs rouges et bleus des gyrophares brillèrent férocement à travers les portes vitrées du hall. Plusieurs officiers de la brigade financière entrèrent avec des expressions tendues. Le vent glacial de début mars souffla sans pitié par les portes ouvertes. Les policiers encerclèrent sans hésitation Bastien, qui était étalé sur le sol, fixant les hommes de main de Maxime. « Bastien, nous avons reçu une plainte pénale du PDG Monsieur Delacroix et des RH de l'entreprise. Vous venez avec nous pour être interrogé sous l'inculpation d'abus de biens sociaux et de tentative d'escroquerie. » En entendant les mots sévères de l'officier, Bastien paniqua complètement et commença à résister, agitant follement les bras alors qu'il les lui tirait dans le dos. « Non, on m'a piégé. J'ai été trompé par cette femme, Chloé. Je ne suis pas un riche PDG. Je suis juste un employé. Normal. Tout cet argent appartient à ma femme, Camille. Je suis le parasite. Laissez-moi partir. » Finalement, devant tous ses collègues, Bastien avoua être un parasite hurlant des confessions pitoyables et humiliantes, alors que les menottes en acier froid cliquaient autour de ses poignets. Chloé, elle aussi, avec sa voie de sortie bloquée par Maxime et son équipe imposante, était assise tremblante sur le sol. « Attends une minute, Maxime. Je ne peux pas payer 100 000. C'est ça, Bastien. Tu dois le payer pour moi en compensation pour m'avoir trompé. Prends cette dette, homme inutile et misérable. » Même pendant que Bastien était menottés tous deux, se lançaient de viles insultes, se rejetant hideusement la faute. Je regardais simplement cette scène tragique calmement. Puis, Bastien, maîtrisé par 2 flics, me regarda avec des yeux injectés de sang et hurla une supplication comme si j'étais sa dernière bouée de sauvetage. « Camille, s'il te plaît, dis à Monsieur Delacroix de retirer sa plainte. Ne sommes-nous pas mariés depuis 15 ans? Les papiers du divorce n'ont pas encore été déposés. Je suis légalement toujours ton mari. La moitié de ta fortune massive devrait me revenir de droit dans un divorce. Utilise ma moitié pour effacer mes erreurs, s'il te plaît. » La moitié de ma fortune. À quel point il était superficiel, changeant immédiatement de discours dès que la loi s'en mêlait. Avec un profond dégoût, je secouai lentement la tête. « Bastien, tu es vraiment désespérément stupide. » Ma voix glaciale coupa le hall bruyant. Après m'avoir pratiquement forcé à signer la requête de divorce à l'hôpital, tu t'es joyeusement précipité pour la déposer, n'est-ce pas? Mon avocat a accéléré la procédure. Le jugement de divorce définitif est déjà tamponné et entre mes mains. Nous sommes légalement des étrangers maintenant. De plus, toute ma richesse est constituée de biens, propres fortement protégés par un contrat de mariage en séparation de biens et mes SCI. Tu n'as absolument aucun droit légal sur un seul centime. La dernière lueur d'espoir s'effaça complètement du visage de Bastien. Cependant, l'échec et mat ultime que j'avais préparé pour lui n'était pas seulement cela. Je fis un léger signe de tête à mon avocat. Maître Dubois s'avança calmement et déroula le dernier document devant le visage de Bastien. « Monsieur Bastien, concernant le prêt professionnel de 300 000 euros sur lequel vos parents ont fait défaut il y a 5 ans. Madame Laurent a effectivement dit qu'elle l'avait remboursé, mais pour être précis, la société holding de Madame Laurent a racheté cette créance auprès de la banque. » En entendant les mots de l'avocat, mes beaux-parents eurent une nouvelle convulsion. Il y a 5 ans, quand tes parents étaient noyés sous les dettes, je t'ai demandé de signer quelques documents sous le prétexte d'ouvrir un compte joint pour nos dépenses courantes. Tu t'en souviens? Demandai-je doucement à Bastien. Toi, sans même lire le contenu des documents que j'avais préparés, tu as simplement signé ton nom avec arrogance, juste pour frimer. L'un de ces documents était un contrat juridiquement contraignant, faisant de toi le principal garant de la dette de tes parents que ma société détient maintenant. Je regardai droit dans les yeux de Bastien et prononçai la sentence finale sans la moindre once de pitié. La dette de 300 000 euros de tes parents
plus les pénalités de retard et les dommages-intérêts légaux pour ton infidélité flagrante et tes abus financiers. En tant que garant, j'exige de toi le paiement intégral aujourd'hui. Si tu ne peux pas payer d'ici la semaine prochaine, mon cabinet exécutera la saisie sur la maison et les terres de tes parents dans la Creuse. Ils seront expulsés et vendus aux enchères. Et tu connaîtras l'enfer d'un recouvrement de dettes agressif à vie, dont même une déclaration de surendettement ne pourra magiquement effacer. Une dette légale massive, une arrestation par la PJ pour escroquerie, la trahison absolue de sa maîtresse et la destruction totale de la vie de ses parents. Comprenant l'échec et mat absolu dans lequel il se trouvait, Bastien ne put même plus parler. Il ouvrait et fermait seulement la bouche comme un poisson asphyxié. Puis ses yeux se révulsèrent et il s'effondra contre la poigne des policiers. Chloé, elle aussi, avait le bras violemment attrapé par Maxime. Elle hurlait hystériquement de terreur à l'idée d'être forcée de rembourser sa dette de 100 000 € en travaillant dans les boîtes clandestines les plus sordides que Maxime gérait en banlieue. Mes beaux-parents, incapables de supporter la réalité que leur arrogance les avait laissés sans abri, pleuraient ouvertement sur le sol. Le prix de 15 années à vivre confortablement de ma gentillesse et à me dégrader comme une femme inutile avait maintenant été payé en totalité. Bastien fut traîné rudement par la police vers la voiture de patrouille à l'extérieur. « Lâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai été piégé, Camille. S'il te plaît, aide-moi. Je ferai n'importe quoi. » Les cris éhontés de Bastien résonnaient vainement dans l'air froid de mars. Je n'avais même plus l'énergie d'être en colère. Seul un profond regret d'avoir consacré 15 ans de ma vie à un homme aussi fragile et lâche traversa mon cœur. Peu être incapable de supporter mon silence. Bastien cria plus fort cette fois, en suppliant ses collègues autour de lui. « Hé, aidez-moi. J'étais cadre supérieur ici. Cette femme m'a piégé. Que quelqu'un arrête les flics. » Mais ce qui répondit aux supplications désespérées de Bastien, ce furent des sourires cyniques et des regards glacials de mépris. L'un des directeurs principaux, incapable de se retenir plus longtemps, cracha « Un cadre supérieur ne plaisante pas. Les montres de luxe et les costumes sur mesure que tu exhibais tous les jours ont été achetés avec l'argent de Madame Laurent alors que tu faisais à peine le strict minimum au bureau. On t'appelait tous un escroc de mauvais goût dans ton dos. Tu as exactement ce que tu mérites. Amuse-toi bien dans ta cellule en béton, Bastien. » La fierté en papier mâché de Bastien fut complètement pulvérisée par les mots de ses pairs. Je m'approchai lentement de Bastien alors que les officiers le tenaient près des portes. Il remarqua mon ombre et leva son visage strié de larmes. « Camille, tout va Smaïda. »« Non, Bastien, bien sûr que non. Je suis seulement venu te dire un dernier au revoir, » dis-je d'une voix dangereusement douce. « Ce que tu crois avoir perdu aujourd'hui, en vérité, dès le début, rien de tout cela n'a jamais été à toi. Cet immeuble, l'appartement, le titre, l'argent, ce n'était qu'une illusion que j'ai financée par une gentillesse mal placée. Tu te prenais pour un titan de l'industrie, mais en réalité, tu n'étais qu'une pitoyable marionnette dansant à mes frais. » Les yeux de Bastien s'écarquillèrent de pure horreur. « Tu m'as appelé marchandise avariée, n'est-ce pas? Mais qui est vraiment avarié ici? Toi qui as profité des autres, qui as remboursé la gentillesse par la cruauté et qui as vécu une vie complètement codée de mensonges. Pathétique. C'est toi qui es vraiment inutile. Camille, ne dis pas ça. S'il te plaît. C'est trop tard. Les avis d'expulsion pour la maison de tes parents dans la Creuse sont déjà dans le courrier. Réfléchis à chaque insulte que tu m'as lancée pour le reste de ta misérable vie. » Après avoir dit cela, je lui tournai le dos. Les policiers poussèrent de force Bastien à l'arrière de la voiture. Le bruit sourd et lourd de la portière se refermant résonna dans la rue de la Défense. C'était la fin absolue de mes 15 années de patience. Cependant, mon cœur se sentait étrangement en paix. Après avoir survécu à une opération du cerveau et être revenu du bord du gouffre, je n'avais plus une seule goutte d'émotion à gaspiller pour des gens comme eux. Monsieur Delacroix s'approcha doucement de moi. « Madame Laurent, vous avez vraiment traversé une épreuve. Des gens aussi méprisables seront sévèrement punis par la justice. À partir de maintenant, veuillez donner la priorité à votre santé et à votre tranquillité d'esprit. » En entendant les mots chaleureux du PDG, je parvins enfin à un sourire sincère. Quelques mois avaient passé.
Les vents froids de mars s'étaient estompés et une fin mai vibrante était arrivée, apportant la chaleur et l'éclosion des fleurs à travers Paris. La cicatrice de mon opération au cerveau avait remarquablement bien guéri. Il n'y avait aucun effet secondaire. Ma tête me semblait plus claire que jamais auparavant et je sentais une force renouvelée couler dans mon corps. Je me tenais maintenant sur le balcon de mon vaste appartement avec vue sur la tour Eiffel, profitant d'une après-midi tranquille avec une douce brise. Sur la table de la terrasse trônait un thé de qualité et des pâtisseries de saison de chez Ladurée. C'était ma vraie vie, la vie que j'avais réprimée pendant 15 ans pour soutenir l'ego d'un homme stupide. Pendant ce temps, une fin inimaginablement tragique attendait ceux qui m'avaient trahi. Mon ex-mari Bastien fut inculpé pour abus de biens sociaux et tentative d'escroquerie au niveau de l'entreprise. Incapable de se payer un bon avocat pénaliste, il fut rapidement placé en détention provisoire. Actuellement, il mène une vie dure et réglementée entre les murs de béton froid et humide de Fleury-Mérogis. Les costumes sur mesure qu'il portait autrefois ont été remplacés par un jogging d'administration pénitentiaire bon marché et ses cheveux plaqués en arrière ont été rasés. Selon mon avocat, Bastien pleure constamment en prison, me suppliant. Face à ces supplications humiliantes, les gardiens de prison n'offrent qu'un amusement cynique. De plus, la dette financière massive qu'il doit à ma société reste un fardeau juridique écrasant, même après sa libération conditionnelle. Ce qui l'attend est un enfer à vie de saisie sur salaire de crédit ruiné et le stigmate permanent d'être un délinquant condamné. Mon ancienne meilleure amie Chloé a connu un sort tout aussi misérable. Pour rembourser la dette massive de 100 000 € qu'elle devait à l'opération de prêt usuraire de Maxime, elle a été forcée de travailler à des horaires exténuants dans les boîtes de nuit clandestines les plus sordides et les plus dangereuses de la banlieue parisienne. La beauté et la jeunesse sur lesquelles elle comptait se sont rapidement estompées en raison des horaires de nuit brutaux et du stress de sa réalité chaotique. Les sacs de créateurs dont elle se vantait ont tous été revendus par Maxime. Tout ce qui lui reste, c'est une petite chambre louée miteuse et un désespoir auquel elle ne pourra jamais échapper. Le bébé de la liaison, légalement reconnu par Maxime, a été placé dans un système de famille d'accueil désorganisé, Chloé, en utilisant un enfant pour s'assurer une belle vie, avait complètement détruit la sienne. Les plus pathétiques cependant étaient les parents de Bastien. Parce que mes avocats ont impitoyablement exécuté la saisie, ils ont perdu leur maison de famille et leur terrain en Auvergne lors d'une saisie immobilière. Actuellement, ils vivent dans un parc de mobile home, délabrés à la périphérie de la ville, forçant leur corps vieillissant à travailler au SMIC juste pour survivre. Ma belle-mère, qui m'avait autrefois insulté de marchandises avariées, passe maintenant ses journées à récurer des sols. Le fait que leur fils chéri se soit avéré être un délinquant ruiné avait brisé leur fierté pour toujours. Je posai ma tasse de thé lentement. Quel que soit l'enfer qu'ils vivent maintenant, mon cœur ne vacille pas le moins du monde. J'avais été dévouée et patiente pendant 15 ans. Ce sont eux qui ont piétiné cette compassion avec leur propre avidité sans borne. Juste à ce moment-là, un message apparut sur mon iPhone. C'était de Monsieur Delacroix. Madame Laurent, concernant les prochaines rénovations commerciales pour le bâtiment de l'entreprise, nous avons une proposition exceptionnelle et grâce au soutien de votre holding. Notre entreprise affiche des bénéfices records ce trimestre. Que diriez-vous d'un déjeuner de célébration chez l'Ambroisie ce week-end? Je souris doucement et tapai une réponse polie. Autour de moi se trouvent maintenant uniquement des personnes qui respectent et apprécient sincèrement ma perspicacité. En vivant de manière authentique, j'ai enfin obtenu le vrai bonheur. En regardant par la fenêtre au loin vers la Défense, je pouvais presque imaginer le logo de mon entreprise brillant fièrement au sommet de ce gratte-ciel. Le pouvoir que je cachais autrefois pour Bastien rayonnait maintenant avec audace pour le reste du monde. Cependant, comme véritable conclusion à ce chapitre de ma vie, il restait une chose inachevée. La douce lumière du printemps baignait le paisible cimetière du Père Lachaise. À la fin du mois de mai, les arbres étaient en pleine floraison, montrant de brillantes teintes de vert tendre et de fleurs délicates. Aujourd'hui, je visitais le caveau familial, où reposaient mes défunts parents, l'endroit sacré que Bastien et Chloé avaient autrefois eu l'intention de profaner. Il était enveloppé d'un profond silence et d'une atmosphère paisible.
Je déposai un bouquet de fleurs printanières fraîches devant la pierre tombale en granit poli. Je fermai lentement les yeux et joignis les mains. Papa, maman, ça faisait longtemps. C'est Camille. J'ai enfin tout résolu. Les gens qui ont injustement sali le nom et l'honneur que vous m'avez transmis ne sont plus une menace. Je transmis les mots qui débordaient de mon cœur à leur mémoire. Je me souvins quand il y a 15 ans, j'avais visité cet endroit exact avec un homme nommé Bastien pour annoncer nos fiançailles. À l'époque, je ne pouvais pas voir la nature sournoise cachée derrière son sourire de garçon. Je regrettais profondément d'avoir perdu mon temps avec un homme pareil. Puis, le bruit de pas bruissants sur l'allée de gravier vint de derrière, et une voix douce m'appela « Camille, je suis si heureux que tu sois venue. Comment te sens-tu? Te remets-tu bien ?» En me retournant, je vis le père Michel affichant un sourire chaleureux et compatissant. Je lui souris en retour. « Père Michel, merci infiniment pour votre aide en mars dernier. Grâce à vous, le lieu de repos de mes parents a été protégé. L'opération s'est déroulée parfaitement et je me sens mieux que jamais. Dieu merci. Ton père et ta mère doivent être incroyablement fiers de toi, dit-il. En fait, ces personnes se sont vraiment présentées aux grilles de la concession à l'époque. L'expression du prêtre devint sérieuse un instant. L'homme nommé Bastien et une femme à l'allure tape, l'œil, ils ont frappé aux grilles hurlant qu'ils faisaient partie de ta famille et exigeant d'entrer avec une attitude incroyablement irrespectueuse. Cependant, gardant ma promesse envers ton père, j'ai demandé à la sécurité de leur barrer l'accès. Bastien a donné un coup de pied dans les grilles historiques et est parti en hurlant des insultes. En entendant cette histoire, je laissai échapper un léger soupir. Jusqu'à la fin très amère, cet homme n'avait jamais réalisé sa propre stupidité. Il y a un dicton qui dit que l'on récolte ce que l'on sème, dit doucement le père Michel. Ceux qui s'attaquent à la gentillesse des autres et accumulent les mauvaises actions finiront par être détruits par les graines mêmes qu'ils ont plantées. Camille, tu n'as plus besoin de leur consacrer une seule seconde de tes pensées. À partir de maintenant, laisse la belle fleur de ta propre vie s'épanouir fièrement. Les paroles chaleureuses du prêtre firent doucement fondre les dernières traces de glace dans mon cœur. Oui, merci. Je fis de nouveau face au caveau et inclinai la tête. Ce que mes parents avaient laissé derrière eux n'était pas seulement un portefeuille immobilier massif et des fonds de placement. C'était la résilience de ne jamais se perdre dans les difficultés et la grâce de vivre avec droiture. C'était là mon véritable héritage. Alors que je descendais l'allée pavée pour quitter le cimetière, je m'arrêtais et touchais doucement les pétales doux d'une branche en fleurs. Il y a tellement de choses que je veux faire de ma vie pour aller de l'avant. Utiliser ma richesse pour créer une fondation médicale pour les patients souffrant de maladies neurologiques, préserver l'architecture historique de Paris que mon père aimait, et par-dessus tout, m'aimer, me respecter et me chérir véritablement, en ayant excisé la tumeur de mon cerveau et la tumeur nommée Bastien de ma vie. J'avais gagné les ailes inestimables de la liberté absolue. Qu'il soit actuellement en train de sombrer dans le désespoir sur un lit de prison froid, ou que Chloé s'épuise au travail dans le monde de la nuit clandestin, ce sont là des histoires d'un univers lointain qui n'ont absolument plus rien à voir avec moi. Je pris une profonde inspiration et regardai le ciel bleu clair. Le vent caressant mes joues portait la chaleur indéniable d'une nouvelle saison. Il y a 15 ans, j'avais fait le mauvais choix. Mais ma vie à partir de cet endroit aujourd'hui est une histoire écrite entièrement par moi, sans la moindre tâche. Je descendis les longues marches de pierre du cimetière d'un pas léger. En bas, ma voiture avec chauffeur et mes amis de confiance m'attendaient. À chaque pas que je faisais, mon cœur se remplissait de lumière. Adieu à mon passé et bonjour à ma nouvelle vie. Sans regarder en arrière une seule fois, je m'avança dans la ville rayonnante. Mon avenir s'étendait vaste, brillant et libre à perte de vue dans le ciel de printemps.